les grandes menaces dont on voudrait parler maintenant sont celles qui ne sont pas forcément de nature militaire. Et j'ai, pour évoquer ce sujet avec moi, deux invités de renom à vous présenter. Je vais vous leur demander tout de suite, mon général, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Alors, le temps que vous preniez place, je précise que vous êtes le général Pétillot, major général de la gendarmerie, suivi en l'occurrence du général Lecouf, directeur adjoint d'Europol, précisément en charge des opérations. Alors, du coup, installez-vous, le micro, il faut juste s'assurer que vous êtes en position mic et que la lumière est verte. Et ceci fait, il ne restera plus qu'à vous laisser la parole. Je crois, mon général, que c'est vous qui débutez. Bien, merci. Donc, on va essayer de s'articuler de manière cohérente avec mon camarade Jean-Philippe pour évoquer cette question, ce sujet, avec trois réflexions liminaires. La première, c'est pour cadrer un peu l'exercice. Je n'ai pas l'ambition de traiter l'ensemble des menaces qui pèsent sur notre pays. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler aujourd'hui du réchauffement climatique, mais de celles qui relèvent de l'action d'acteurs hostiles, qu'il s'agisse d'États ou d'organisations. Deuxième réflexion, c'est sur le thème lui-même, c'est-à-dire la notion de menace non militaire. Déjà, par principe, j'ai un peu de mal à définir une chose parce qu'elle n'est pas, mais je considère que cette notion, elle est assez antinomique finalement avec le constat du caractère de plus en plus hybride des menaces auxquelles nous devons faire face. Et tous nos sujets aujourd'hui, c'est bien justement de faire face à des acteurs qui jouent sur une gamme, une combinaison d'actions qui vont de la menace nucléaire jusqu'à l'instrumentalisation d'activités criminelles. Et avec tout ce que ça peut comporter d'intermédiaires en matière de guerre informationnelle, en matière de cybercriminalité, etc. Et c'est bien la continuité dans notre capacité de réponse qui doit être au cœur de notre réflexion. Je vais donner deux exemples à ce titre. Quand on a des cyberattaques massives sur des hôpitaux, est-ce que c'est une menace militaire, non militaire? Est-ce qu'elle est d'origine étatique ou purement criminelle? Finalement, c'est bien notre capacité à faire face à quelque chose qui menace systémiquement notre société qui est importante. De même, quand on est confronté à des flux migratoires, qui est le quotidien de notre action, quand ils sont instrumentalisés par un État pour peser sur nos décideurs, on voit bien que la notion de menace militaire ou non militaire n'est pas vraiment le cœur du sujet. Et je dirais que le modèle abouti de cette action hybride, c'est la conquête de la Crimée par la Russie en 2014. Je vous renverrai à l'excellent article de Michel Goya de Confrontation en Ukraine 2014-2015, qui montre bien comment l'utilisation d'une gamme très variée d'actions, certaines quasi militaires, d'autres complètement civiles, a permis de s'emparer finalement de l'Ukraine, où étaient quand même stationnés 15 000 soldats ukrainiens sans tirer un seul coup de feu. Troisième point, troisième réflexion, au cœur de notre réflexion, à mon sens, la notion de centre de gravité, qu'est-ce qui nous permet d'être en place, c'est notre cohésion nationale finalement. Et c'est elle qui conditionne notre capacité à faire face avec détermination à des acteurs hostiles. Nos adversaires ont donc comme objectif de détecter et d'utiliser, d'élargir toutes les failles qui peuvent traverser notre société. Alors, dans ce panorama, je me concentrerai pour moi, ce qui me concerne, sur tout d'abord ce qui relève des menaces étatiques, et je laisserai Jean-Philippe développer de manière plus précise tout ce qui concerne finalement la criminalité organisée, qui aujourd'hui représente également une vraie menace sur notre capacité à exercer notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle, qu'on a coutume d'appeler les rétroactions, c'est-à-dire sur notre territoire, c'est-à-dire toutes les actions qui seraient de nature à empêcher un engagement de nos armées à l'extérieur du territoire national, en les obligeant à se mobiliser dans de telles proportions sur notre territoire qu'elles ne pourraient plus se déployer dans de bonnes conditions. On peut citer les atteintes à la fourniture d'énergie, tout ce qui est services bancaires, santé, transport, services numériques en général. Si on commence à
à essayer d'identifier la liste de toutes ces actions. Finalement, elles sont assez infinies, tant nos systèmes sont imbriqués et tant notre économie, finalement, est totalement interdépendante. Il y a un levier majeur au centre de cette affaire-là, et on y reviendra sans doute avec Jean-Philippe, sont les cyberattaques, puisque finalement, ce qui met en commun finalement toutes ces activités, c'est leur dépendance au numérique. Et aujourd'hui, on l'a vécu au début de semaine avec une attaque massive sur le réseau Internet de l'État. On voit bien qu'une cyberattaque massive qui permettrait de faire tomber un certain nombre de nos systèmes clés nous mettrait en très grande difficulté. Je ne reviens pas sur ce qui relève de la guerre informationnelle, ce n'est pas le cœur du sujet, mais je pense que c'est très important de l'avoir bien en tête. Deuxième grand type de menace, la menace terroriste, qui n'est pas forcément une menace étatique, mais qui peut être largement instrumentalisée par un certain nombre d'acteurs étatiques. Aujourd'hui, elle est principalement d'origine islamiste, mais pas que. Et on voit émerger aussi une menace terroriste d'ultra-droite importante. Et le point commun aujourd'hui entre ces menaces, c'est leur caractère principalement endogène. Nous avons été confrontés dans les années 2015-2016 à des attentats terroristes largement inspirés, construits, préparés, organisés depuis la zone syro-irakienne. Aujourd'hui, c'est de notre territoire que cette menace émane, ce qui la rend à la fois un peu plus simple à traiter, mais parce qu'elle est moins structurée que la menace venant de zone syro-irakienne, mais elle est beaucoup plus difficile à identifier et à mettre en état de nuire. Troisième grand domaine, les violences collectives et les radicalités violentes. On est confronté depuis plusieurs années, on va dire grosso modo depuis l'épisode de Notre-Dame-des-Landes, la fameuse zone à défendre, 2018, à une contestation systématique des grands projets d'aménagement et de plus en plus structurés et qui finalement, d'une certaine façon, par un usage également d'une gamme d'actions assez large, au cœur desquelles figure l'action violente, la capacité à entraver finalement de grandes politiques publiques. Donc on a eu les épisodes évidemment contre les réserves de substitution dans le Poitou. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une espèce de guérilla entre guillemets sur la construction de la 69 entre Castres et Toulouse, où quasiment chaque parcelle fait l'objet de manifestations quasi quotidiennes. Les émeutes également, les émeutes qu'on nous a vécues en juin 2023. Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, sous forme d'exploitation de rôle majeur des réseaux sociaux, on est sur un fond assez éruptif dans notre pays. Les braises des gilets jaunes sont assez mal éteintes. Elles peuvent se réveiller assez facilement et de manière assez peu prévisible. Les émeutes de fin juin, elles auraient pu sans doute se produire en avril, en mai ou encore en septembre ou en octobre. Et le fait générateur en lui-même est très difficile à identifier. Donc ce sont des éléments permanents et qui sont également de nature à être exploités pour mettre en difficulté notre cohésion et qui demandent de notre part une très grande attention. La menace cyber, je l'ai évoquée sous l'angle étatique, elle est également en explosion sous l'angle criminel. Jean-Philippe y reviendra, principalement depuis le Covid, qui a été un facteur extrêmement marqué d'accélération de la cybercriminalité, avec une explosion des rançons logiciels et qui ont frappé, au-delà des grands groupes qu'ils avaient l'habitude de viser, finalement tout le monde, les hôpitaux, les chambres de commerce, les PME, les petites collectivités. Et finalement, aujourd'hui, c'est un phénomène totalement massif et qui fragilise tous nos systèmes. Un petit focus sur la situation de nos collectivités d'outre-mer, qui ne sont pas du tout à l'abri de la guerre informationnelle. Vous pourrez regarder les articles de presse sur la tournée de Kémy Séba en Guyane, qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans ces meetings. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous renvoie à Internet, vous pourrez avoir le profil de l'intéressé. Vous aurez pu noter qu'un certain nombre d'élus ultramarins se sont rendus en Azerbaïdjan, à l'invitation du gouvernement azerbaïdjanais, qui a lui-même, le Parlement azerbaïdjanais ayant voté des motions
contre la politique coloniale de la France et invitant à la décolonisation de la Polynésie française. Donc vous voyez que là aussi, sur nos sujets ultramarins, on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe sur Mayotte. Nous sommes largement attaqués. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, chaque difficulté que nous rencontrons, chaque faille dans notre société est identifiée et utilisée par nos compétiteurs. Le deuxième grand volet de ce panorama des menaces, ça concerne les organisations criminelles. Vous allez me dire, ce n'est pas forcément des menaces qui pèsent sur la souveraineté de notre pays. La réponse, c'est que pour partie, la question doit se poser aujourd'hui, notamment devant la montée en puissance des organisations qui font, en lien avec le trafic de stupéfiants. On a vu dans certains de nos pays voisins, hein, je pense par exemple à la Belgique ou aux Pays-Bas, à quel point sur les zones portuaires, les organisations criminelles ont pu en créer une emprise extrêmement forte. Et ça, c'est un phénomène auquel nous devons être extrêmement vigilants. Si on regarde un peu plus loin, un pays comme l'Équateur, qui était grosso modo un pays plutôt un havre de paix en Amérique latine dans les années jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, est aujourd'hui soumis à une guerre des gangs extrêmement meurtrière, qui met en cause l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Le trafic d'êtres humains, le phénomène migratoire, il est massif et on le voit sous notre prisme européen, mais dans les pays africains, partout, il y a des migrations massives et qui sont, là encore, un vecteur d'organisations criminelles extrêmement puissantes. Et enfin, tout ce qui a trait à l'environnement, la délinquance environnementale, à la fois trafic de déchets, etc., mais aussi l'utilisation, le durcissement de la réglementation en matière d'environnement entraîne forcément, mécaniquement, quasiment une délinquance. L'exemple le plus célèbre, c'est la fraude à la TVA hein, sur la taxe carbone, qui, je pense, a bien défrayé la chronique, mais c'est exactement ce modèle-là auquel nous devons nous préparer. Voilà, j'essaierai de ne pas être plus long, pour laisser le temps à Jean-Philippe de présenter sa partie, tournée sur la criminalité organisée, mais aussi, bien sûr, sur Europol, avant de pouvoir répondre à vos questions. Merci André pour ça. Merci à l'Académie de Défense de m'avoir invité. Ça fait 3 ans que je suis le directeur des opérations de Europol, qui est l'agence européenne de police. Ça me fait toujours plaisir de revenir en France pour pouvoir évoquer ce genre de sujet. Je vais aborder dans mon propos en fait 3 points. D'abord, je vais vous représenter ce qu'est Europol, parce que je ne suis pas toujours sûr que l'agence soit connue. On la confond souvent avec Interpol. Je vais aussi évoquer les menaces en balayant un peu les menaces telles qu'elles sont vues un peu au niveau européen, mais en évoquant aussi et en insistant peut-être un peu sur les facteurs qui me paraissent aggravants aujourd'hui de ces menaces et qui font qu'elles impriment encore plus, je dirais, que ce qu'elles pourraient par rapport à nos sociétés. Et puis, j'apporterai quelques éléments sur les tentatives de réponse européenne à ces menaces-là. Alors d'abord, peut-être Europol. Alors j'ai 2 ou 3 slides. Je ne sais pas si on peut les passer. Oui, il y a un... Ouais. Comme je n'ai pas de retour, j'attends que ça s'affiche. Bon, Europol, c'est l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs. C'est son nom. Voilà. Je vous laisse être en contrôle. Bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est juste mon nom. Voilà. Donc, c'est une agence de l'Union européenne, comme vous le voyez, qui regroupe les 27 États membres, qui n'a pas de pouvoir coercitif. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que Europol, en soi, ne conduit pas d'investigation. C'est les États membres et les agences d'application de la loi des États membres, c'est-à-dire en gros police, gendarmerie, douane, pour faire court, mais essentiellement police et gendarmerie et les services d'investigation criminelle dans ces administrations, que Europol soutient. Comment est-ce qu'on le soutient? On soutient avec des bases de données qui ont été construites depuis 25 ans, avec des données de type renseignement criminel qui sont dans nos bases, tirer des enquêtes, tirer des contributions des États membres, avec un régime de protection des données personnelles très strict, contrôlé par le contrôleur européen des données personnelles.
On fournit aussi une expertise. On a l'avantage d'avoir des experts dans plein de domaines de criminalité. Ça va des drogues synthétiques aux gangs de motards, en passant par les fraudes en ligne, etc. C'est des petites équipes. Aujourd'hui, l'agence, c'est à peu près 1200 personnes, dont 650 dans la direction des opérations que je pilote, qui viennent des 27 États européens et qui ont des expertises dans ces domaines-là. Et puis, l'agence bénéficie aussi de quelque chose qui est quasiment unique dans le monde, enfin que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est qu'elle a un réseau d'officiers de liaison qu'on héberge à La Haye, où se trouve notre état-major, aux Pays-Bas. On a environ aujourd'hui 250 officiers de liaison qui viennent de 52 pays. Les 27 européens, plus un certain nombre d'autres pays. Je donne souvent l'exemple qu'il y a à peu près une trentaine d'officiers de liaison américains qui représentent 13 agences de law enforcement aux États-Unis. Ce qui montre la pertinence, s'ils ont choisi de venir là, du modèle. L'année dernière, et vous pouvez passer à la diapo suivante, notre activité, comme vous pouvez le voir sur la diapo, ne cesse d'augmenter. On fournit des moyens, par exemple un réseau de communication sécurisé pour les enquêteurs, pour communiquer entre eux, qui s'appelle Siena. L'année dernière, 1,8 million de messages échangés, pas seulement avec Europol, mais aussi entre les États. Non seulement les États membres, mais les autres dont je parlais, qui ont les 52 pays. C'est plus de 3155 enquêtes internationales qui ont été soutenues. 450, vous avez vu, journées d'action, Action Day, comme on dit, c'est en fait des journées d'investigation, etc. Et 45 Operational Task Forces, des task forces opérationnelles, qui sont un concept en fait où on met ensemble des enquêteurs de différents pays pour attaquer des cibles à haute valeur criminelles ensemble dans des actions coordonnées. On se coordonne aussi avec les autres agences européennes, en particulier Eurojust, qui est l'agence sœur un peu au niveau de la justice, et le parquet, le procureur européen. Je finis là ma présentation d'Europol. Vous m'avez demandé d'être court sur le sujet. Je pense que je n'ai pas excédé le temps imparti. Je pense que quand on parle des menaces, et c'est ce que je souhaitais souligner, il faut réfléchir avec une articulation qui peut pas être, avec un focus qui ne peut pas être uniquement national. Il faut qu'on réfléchisse, et d'ailleurs on réfléchit sur, pour moi, 3 dimensions centrales qui sont la nation, évidemment le pays, parce que c'est là où se passe quand même l'essentiel des choses en termes juridiques, etc., et de capacité d'action. Mais il y a un niveau européen qui, évidemment, vu d'où je parle, me paraît important. Et puis, il y a un niveau global. Parce qu'en fait, les menaces, elles viennent, elles repartent, etc., d'autres parties dans le monde. Donc, il faut avoir en tête, je pense, quand on parle des menaces, ces 3 dimensions en permanence. Parce qu'elles sont présentes, en fait, en permanence dans ce qu'on voit. Alors, si je les détaille aujourd'hui, on peut faire des présentations comme on veut. Il faut toujours avoir en tête que toutes ces menaces, pour moi, elles sont multiples, elles ont des facettes différentes, mais elles sont toutes imbriquées. Il y en a peu qui sont indépendantes les unes des autres. L'action, elle est globale, c'est souvent complexe de démêler et on peut difficilement tirer un des bâtons du Mikado sans faire bouger les autres. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, même si dans la présentation, on va essayer de les serrer un peu, dans la réalité, en fait, tout ça se mélange quand même beaucoup. Au niveau européen, évidemment, la menace terroriste reste très forte. Elle est djihadiste en premier, mais elle est aussi, par conséquence de réaction, etc., liée à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Europol, on a une vision très, très approfondie sur tout ce qui concerne la propagande en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on a créé, il y a plus de 10 ans, une unité qui s'appelle Internet Referral Unit, qui scanne en fait en permanence tout ce qui est dans les sources ouvertes pour essayer d'y détecter les contenus terroristes. Et on voit en fait qu'en fonction des événements, exemple attaque du 7 octobre, immédiatement, il y a tout un déferlement de contenus en ligne
qui servent à essayer de motiver et à radicaliser des gens pour passer à l'action, y compris en Europe et dans tous les pays d'Europe. Donc c'est important d'avoir une vision sur ça. Ça, c'est plutôt pour la menace terroriste. Sur la menace crime organisé, bon, André en a déjà parlé. J'ai les mêmes choses. Hein. Les drogues, évidemment, important. Les trafics de migrants, les trafics d'armes, c'est quelque chose. Et puis la criminalité financière, les mouvements d'argent non contrôlés qui donnent des moyens. En fait, alors vous allez me dire la criminalité organisée, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec des menaces qui pèseraient sur l'État? En fait, ça pèse sur l'État parce que cette criminalité organisée, elle a besoin de s'installer, de contrôler des zones pour pouvoir développer son activité qui vise le profit. On est en train de faire au niveau d'Europol un exercice dit de mapping, hein. Bon, c'est du bon franglais, d'identification en fait, des principaux réseaux criminels en Europe, organisations criminelles en Europe. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des lieux particuliers dans lesquels le crime organisé essaye de s'implanter parce qu'il y a un intérêt. Des hotspots, nous on appelle ça. Donc on a par exemple autour des ports d'Anvers et de Rotterdam, qui sont d'ailleurs tout près de notre état-major, on a une zone où là, aujourd'hui, il y a des meurtres qui se passent, il y a de la corruption, parce qu'on veut le contrôle sur ces points d'entrée majeurs dans l'Union européenne. On a la même chose dans certaines zones dans le sud de l'Espagne, du côté de Marbella. On a, même si ce n'est pas dans l'UE, dans les Balkans, des zones dans lesquelles on a ces mêmes difficultés. Ils utilisent de la violence quand c'est nécessaire. On a ça aussi dans le sud, à Marseille ou ailleurs. J'entendais qu'à Rennes, il y avait eu même 1 heure d'échange de coups de feu là, il y a quelques jours. Donc violence, corruption, ça c'était quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais l'utilisation est massive par la criminalité organisée de la corruption, l'économie parallèle, et tout ça en fait mine la confiance du citoyen dans la structure étatique, dans la structure légitime. Et en fait, c'est comme ça que le crime organisé fait peser une menace. Parce qu'il en a besoin pour développer ses activités et du coup, il se confronte à l'État. Jusqu'à un point, parfois, vous avez vu ces images en Équateur où ils prennent le contrôle d'un plateau de télévision, hein, le 20h de TF1 en gros, pris en compte par des criminels. Bon, ça peut aller jusque-là dans certains pays. Évidemment, nous, on n'en est pas là, mais c'est comme ça que ça mine quand même globalement la confiance et que ça fragilise nos sociétés. Le cyber a été aussi évoqué par André. Évidemment, le cyber et les attaques cyber, même si derrière le mot, en fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a tout un monde derrière le mot cyber. On parle de cybersécurité, de cyberdéfense, de cybercriminalité, etc. Mais il y a évidemment quelque chose qui est nouveau, relativement, encore nouveau, malgré tout, avec une surface d'attaque qui ne cesse de s'étendre et le sentiment, là aussi, que la structure étatique ou même multilatérale n'arrive pas à avoir de prise dessus. Parce que les groupes de cybercriminels sont souvent dans des pays, ce qu'on appelle, nous, des juridictions non coopératives, pudiquement. Voilà. Bon, reste qu'on voit aussi qu'on peut avoir des actions. Hein. Récemment, j'étais à Londres pour une conférence de presse sur l'affaire du démantèlement du ransomware Logbit, un dossier Chronos, qui s'appelait Chronos, qui a été démarré par la gendarmerie française, repris ensuite par les collègues de la NCA britannique et du FBI américain, avec Europol, avec la gendarmerie française et avec d'autres pays, où on a réussi à prendre la main sur l'infrastructure de Logbit, en fait, miner la confiance, puisque Logbit, c'était un système, un service de crime as a service, comme on dit. C'était un service criminel avec plus de 200 affiliés qui venaient récupérer en fait tous les outils pour commettre des attaques de ransomware, de rançongiciel.
Donc on a réussi quand même. Ça prouve que quand on se coalise au niveau international, on peut avoir une action. Mais la dimension nationale est insuffisante, je pense, pour faire face à ces groupes criminels. Juste, oui. Je me permets, Lockbit, c'est 25% des rançongiciels qui ont touché la France au cours des 2 dernières années, donc c'est massif. Et comme le dit Jean-Philippe, on aurait eu beaucoup de mal, seuls, Français, gendarmerie nationale, à le mettre hors d'état de nuire, tout ce réseau. Donc l'appui de services extrêmement puissants, comme le FBI notamment, comme la NCA britannique, la localisation aussi des serveurs, tout ça, ce sont des éléments qui ne peuvent se traiter efficacement que dans une dimension internationale. Et c'est là où la coopération internationale est absolument clé. Mais ça donne aussi le sentiment, comme la délinquance organisée, les trafics de drogue peuvent le faire, de miner la confiance en fait, du citoyen dans l'État. Parce qu'il a l'impression qu'on a... C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup de communication sur ces affaires, pour montrer qu'on n'est pas sans ressources vis-à-vis de ça. Mais ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de coordination. Je le dis souvent, moi, à Europol, c'est le petit miracle quotidien, hein, parce qu'on vient de 27 pays, on ne parle pas la même langue, on n'a pas le même cadre juridique, on n'a pas été élevé dans les mêmes standards, je dirais, culturels, et pourtant, on arrive à développer des affaires, et qui plus est, avec des collègues américains, anglais, sud-américains, etc. Donc, c'est ça la plus-value, et moi, je pense que ça, c'est une dimension qui est absolument centrale. Ça nous amène aussi une richesse aussi qui peut parfois être difficile, mais qui est quand même là, dans la perception des menaces. Parce qu'en Europe, la perception des menaces n'est pas la même partout. J'ai vu que c'était le président lituanien hier qui était invité là. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas la même perception de la menace russe que nous, pour des raisons qui paraissent évidentes. Et c'est pareil si on parle d'autres pays en Europe. Les pays nordiques aujourd'hui, la Finlande, la Suède, qui a complètement fait un switch, qui vient de rétablir la conscription, etc., ils ont des perceptions différentes des menaces aujourd'hui qu'ils avaient hier. Et nous, on doit aussi prendre en compte ça si on veut travailler au niveau européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que notre perception de la menace qui compte, il y a la perception aussi du groupe de pays qu'on est. Je voulais parler aussi des facteurs aggravants de ces menaces. Pour moi, il y en a un certain nombre. Les nouvelles technologies en font partie. L'intelligence artificielle, les deepfakes, avec des niveaux de deepfake absolument spectaculaires, où vous pouvez faire parler quelqu'un exactement l'inverse de ce qu'il pense et le lui faire dire sur les réseaux sociaux sans que ça se voie. L'intelligence artificielle, le chiffrement, tous ces dossiers, les drones, les armes 3D, toutes ces nouvelles technologies qui vont nous être utiles aussi, nous insécurisent aussi et donnent le sentiment, encore une fois, d'une sorte de fragilité qui est souvent plus perçue que réelle. Mais c'est là. La dimension online aussi, enfin, le fait qu'avec la transformation numérique, on passe de plus en plus online, les réseaux sociaux sont devenus un phénomène majeur. Hein. Dans la précédente table ronde là, que j'écoutais, il y avait le sujet de TikTok, d'Instagram, etc. On voit bien qu'il y a des acteurs étatiques, cette fois-ci, qui utilisent des outils puissants comme ceux-là, pas seulement à des fins d'amuser le public, hein, mais aussi à des fins de menaces. Il y a un grand sujet en ce moment, par exemple, au niveau européen, qui est le sujet de la manipulation des prochaines élections. Même sujet aux États-Unis, d'ailleurs. Donc, on est sur ces menaces qu'on a du mal à cerner. Donc, cette dimension-là, ça renforce les tensions géopolitiques, évidemment, hein, puisqu'on est dans un monde qui est tendu aujourd'hui entre les démocraties et des régimes autoritaires. Ça renforce aussi ces menaces-là. Des pays, on a vu sur l'énergie, il y a quelque temps, on a été mis quand même en difficulté grave au niveau européen. Je rappelle que c'est un peu aussi grâce à l'Europe qu'on a réussi à finalement se rétablir en termes d'énergie. On a passé l'hiver dernier, on ne pensait pas passer l'hiver comme on l'a passé. Merci un peu la météo, mais merci aussi à ce que l'Europe a fait. L'alimentation,
l'inflation, j'en passe et des meilleurs. Tout ça crée des peurs, etc. Et puis la polarisation de la société, avec des acteurs, là cette fois, étatiques, qui jouent sur cette polarisation et qui appuient où ça fait mal. C'est l'affaire des croix de David dans Paris, c'est l'affaire de certains mouvements qui sont alimentés en sous-main pour créer de la tension dans les sociétés démocratiques, etc. Tout ça, on doit en avoir conscience et pouvoir le décoder et à chaque fois que possible, lutter. Les réponses européennes, parce que je vois que le temps file. Alors, l'Europe tente de mettre en place des réponses. Sur les réponses criminelles, il y a des stratégies européennes. Je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a une stratégie européenne de lutte contre la criminalité. Il y en a une contre le trafic d'armes, contre le trafic de migrants, etc. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'aligner à peu près les 27 pays européens dans le même mouvement en fait, de travail. Vous avez les plateformes Impact qui sont connues par certains, qui sont des plateformes multidisciplinaires pour lutter contre des secteurs criminels. Il y a de l'argent à la clé et ça permet de faire travailler ensemble les services de police. Vous avez des outils législatifs qui ont été mis en place. Par exemple, le règlement sur les contenus terroristes en ligne, avec un retrait dans l'heure de ces contenus-là, le dit TCO, le règlement TCO. Vous avez des règlements en ce moment qui sont en train de se prendre sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le dit Anti-Money Laundering Package, avec des choses, je voyais d'ailleurs qu'hier au Parlement européen, il y a des choses qui ont été votées sur la confiscation des avoirs criminels, sur le renforcement de la protection des infrastructures critiques, avec à la clé des budgets pour pouvoir travailler. Vous avez une réglementation, par exemple, comme le Digital Services Act, le DSA, dont tout le monde a un peu entendu parler, qui est la première tentative mondiale d'essayer de cadrer un peu le travail des grandes plateformes qui diffusent de l'information. Donc l'Europe ne reste pas inactive là-dessus. Elle est consciente des influences malignes. Pour conclure, je dirais que, bon, on est dans un moment, je pense, où il y a une forme de réveil au niveau européen. On a été secoué par la crise de l'Ukraine, on est secoué par ces menaces qui montent. Ce colloque en est une des manifestations. Il y a un vrai combat pour les valeurs, je pense. Au niveau européen, ce combat, il est tous les jours quasiment à l'ordre du jour, au Parlement européen, etc., avec parfois des tensions, parce que certains voudraient, pour être plus efficaces, aller au-delà de ce qu'on peut faire. On a toujours la boussole de nos valeurs qui nous guide, parce que c'est ce qui nous différencie des autres, et je pense que c'est important. Mais il y a une vraie prise de conscience. Je lisais avant de venir un article qui disait qu'en 2024, sur 31 pays de l'OTAN, 18 auront atteint les 2% de PIB consacrés à la défense, que ça ferait au total pour l'OTAN 380 milliards investis dans les questions de défense, y compris l'Allemagne, hein, avec son 72 milliards. Donc ça prouve qu'il y a une prise de conscience sur les menaces militaires. J'appelle de mes voeux la même prise de conscience sur les menaces non militaires. Merci. Merci beaucoup, mon général. Merci, mon général, pour votre exposé.